Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors, je vous dis tout, j'ai un voisin qui semble un petit peu bricoleur aujourd'hui et qui tape du marteau. J'espère que ça ne s'entendra pas trop au micro pendant l'émission. Toutes mes excuses si de temps en temps vous entendez des petits coups de marteau. Alors, comme vous le savez, le rôle de notre média collaboratif, c'est de s'interroger, informer et étudier sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitch, je crois pas en avoir oublié. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main, c'est sur la page Tipeee que ça se passe. Alors comme vous le savez, et même si l'actualité est très fortement trustée par l'ufologie actuellement, nous adorons nous promener sur les terres de l'étrange et plus particulièrement sur les terres des états modifiés de conscience, que ce soit toutes ces expériences hors de l'ordinaire que rapportent certains témoins, que ce soit lors d'abductions, lors d'OBE, ce qu'on appelle les out-of-body experience, ou d'EMI, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Alors, la difficulté étant que le témoignage, c'est une matière première fragile, changeante, sujette au conditionnement personnel et au conditionnement culturel, ce qui effraie, ou en tout cas, ce qui semble rendre difficile la gestion, manifestement, pour la science mainstream. Alors, en mars, nous avions reçu Sonia Barkala pour son nouvel ouvrage, et si cela vous arrivait, l'émission est bien sûr toujours disponible sur notre chaîne. Et puis c'est sur le mur de Sonia, justement, que j'ai découvert l'ouvrage de Cécile Cloulas, alors avec un titre que je trouve incroyable, exceptionnel, Comment leur mort a changé leur vie. Voilà, c'est l'avantage. Vous avez à peine regardé la couverture que vous savez déjà que vous allez lire un livre qui sort quand même du commun. Alors bien sûr, il nous a semblé indispensable de recevoir Cécile pour échanger avec elle sur son livre et sur son approche de la question. Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que je passe ce moment avec vous. Bon, moi, alors j'ai lu votre livre ce week-end, bien sûr, et je vous admets que j'ai pris énormément de plaisir à le lire, très honnêtement. Mais avant qu'on rentre justement dans le livre, pour nos spectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas ou peut-être pas très bien, est-ce que vous pourriez expliquer votre travail et de quelle façon vous en êtes arrivé à écrire un livre sur les expériences de mort imminente ? Alors, moi, je suis psychologue de formation et aussi hypnothérapeute. Donc, par l'hypnose, on accède déjà à des états modifiés de conscience, à l'inconscient, et aussi, je suis praticienne en hypnose spirituelle. Donc, j'ai déjà une ouverture à ces sujets-là. Et logiquement, je me suis posé la question. Alors, je dirige un institut d'études depuis 15 ans sur les comportements. Ça peut être des consommateurs, des personnes en général, sur cette psychologie-là. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qui se passait après le retour, entre guillemets, à la vie, après cette expérience-là. Et je n'ai trouvé l'information nulle part. Donc, j'ai commencé à me poser la question, à rencontrer des expérienceurs, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et puis, de fil en aiguille, via Sonia, qui a été d'une grande aide, Sonia Barkala, donc, qui est la réalisatrice de Faux Départ, qui a organisé 2 colloques internationaux sur le sujet. Donc, forcément, elle avait beaucoup de contacts d'experienceurs. Donc, elle m'a mise en contact avec des expérienceurs. J'ai aussi contacté Steven Lorez du Coma Science Group à Liège. Et puis aussi des expérienceurs qui ont des groupes Facebook. Il y a notamment Frédéric Medina qui a un groupe de partage. M'a mise en contact. Donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré ces expérienceurs-là. En fait, j'ai parlé avec eux de 1 à 3 heures. Et très souvent, en fait, ils me disaient ils m'ont tous dit d'ailleurs, que cette question-là n'était pas abordée. Bah non. Et donc, ce qui est incroyable, parce qu'on les interroge sur l'expérience, c'est ce qui suscite la curiosité, évidemment. L'expérience, elle est tellement incroyable. Mais souvent, on s'arrête là. Donc, moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que je leur ai demandé, évidemment, de me parler de leur EMI, mais pas uniquement. Donc, ça permet justement de dérouler ce fil-là de l'avant, déjà qu'ils étaient avant, parce que ce qui est intéressant, c'est que la plupart étaient très cartésiens, très matérialistes, agnostiques. Et donc, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est l'évolution de la spiritualité aussi. Et puis, ce qui se passe au niveau des comportements, au niveau des professions, de leur rapport à l'autre, de leur rapport à la nature, aux animaux. Il y a énormément de choses qui se passent après. Donc, le livre, il est autant sur
l'EMI. Enfin, évidemment, il y a une partie sur l'EMI, puisque le livre s'adresse autant aux personnes qui ne connaissent pas du tout les expériences de mort imminente. Pour moi, c'est un livre grand public, puisque quand on ne connaît rien... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes connaissent à minima, oui, on part dans un tunnel, il y a une lumière. Mais généralement, ils s'arrêtent là. Donc, il faut quand même poser les bases, ce qu'est une EMI, et puis après, se rendre compte que ce n'est pas réservé à des personnes illuminées. Et mon objectif, il est vraiment de sortir le sujet de la catégorie très fermée, ésotérisme, surnaturel. Ça n'est pas pour moi, c'est pour les personnes qui sont perchées, quoi. Et aussi, donc, l'autre partie pour les personnes qui ont vécu quand même l'expérience aussi. Moi, ce qui m'a frappé, mais quand je dis frappé, c'est positivement, c'est très concrètement, et vous avez utilisé le terme et je le comprends, moi là j'ai eu l'impression de lire une étude sociologique, ce qui est très peu courant dans ce type de livre, parce qu'effectivement il y a souvent des notions d'ésotérisme, où certains livres sont carrément dogmatiques, hein, c'est-à-dire la personne vous dit, moi je vais vous expliquer parce que je sais, c'est-à-dire mon témoignage et on peut pas me l'enlever. Et justement dans le livre, je trouve que c'est très important, et vous le mettez en gras, je vais retrouver mes petites notes, vous indiquez bien que cet ouvrage laisse une place majeure au verbatim des témoins délivrés in extenso. Voilà, et ça je trouve que c'est très important de le dire. Ce sont leurs perceptions, leurs vécus, leurs ressentis exprimés avec leurs propres mots qui constituent l'essence du message délivré. C'est essentiel. En fait, vous les avez écoutés. Vous avez essayé, enfin, à mon avis, vous l'avez fait en plus, hein, de ne pas pervertir avec vos propres filtres, parce que c'est un peu ce qui se passe des fois, que ce soit les zététiciens ou les trop croyants, où on essaie de tirer un petit peu le truc du côté où on veut qu'il aille. Moi, j'ai trouvé une neutralité, mais en même temps, vraiment une richesse, ou en tout cas un traitement du témoignage qui était très propre, qui était vraiment qui correspondait tout à fait à ce que le témoin vous avait dit. Oui, merci. Et c'est vrai que c'est mon propos, je suis le tableau blanc, je recueille, et c'est ce que je fais effectivement, c'est mon métier, hein, le psychologue est dans la neutralité bienveillante, donc je recueille sans jugement, sans filtre, sans parti pris ce qu'ils m'ont dit, et après, il y a des éclairages psy, puisque ça permet aussi de voir qu'il y a une différence entre notre perception quand on n'a pas vécu une EMI et notre perception quand on a vécu une EMI. Mais 80%, enfin je dirais à peu près du livre, sont leurs propres mots, puisque personne d'autre ne peut mieux exprimer. Mon objectif n'est pas d'être la spécialiste des EMI, pas du tout. C'est juste, moi je suis la spécialiste des gens. Donc j'écoute les gens sur plein de sujets. Non, mais ça et se je trouve sent, ça passionnant. ça se sent. Et c'est c'est ce que je trouve vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je trouvais une belle complémentarité avec le livre de Sonia. On en parlait tout à l'heure. La mort, c'est la seule chose dont on est certain qu'on partagera tous. Le sujet, alors j'allais dire dans nos civilisations, ça reste quand même dans nos civilisations occidentales, puisqu'il y a d'autres civilisations asiatiques ou autres, ou sud-américaines, où la mort est traitée totalement différemment. Et justement, vous, en tant que praticienne, qu'est-ce qui vous a amené sur ce sujet ? Est-ce que vous aviez déjà une sensibilité, ou c'est je dirais une interrogation, une curiosité professionnelle ou personnelle ? C'est totalement une curiosité. Et comme vous le dites, le sujet de la mort, jusqu'à preuve du contraire, on va tous mourir, donc c'est un sujet universel. Non, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout, ne soyez pas anxiogène. Non, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un sujet anxiogène quand on lit les témoignages. Et d'ailleurs, il y a une partie qui est sur la contagion positive. Oui. J'aime bien ce terme-là, qui est quand on a vécu l'EMI ou quand on lit les témoignages de personnes qui ont vécu une EMI, on n'a plus peur de la mort. Comme le dit Sonia dans la préface, quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de la vie. C'est quand même pas mal. Et donc oui, c'est une curiosité au départ que je trouve que tout le monde devrait avoir finalement. On a la chance d'avoir des personnes qui sont allées de l'autre côté et qui reviennent. Je vois pas en quoi mon interrogation était spécifique en fait. C'est juste j'ai utilisé mes outils pour la mettre comme ça dans un livre. Justement, Cécile, malgré tout, on le sait, dans nos civilisations, ce sont des sujets qui sont touchy. La mort est un sujet touchy, on l'a bien vu avec la crise que nous avons traversée, hein, où vraiment on s'est battu contre la mort au risque économique, hein, soyons clairs, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et justement, quand vous avez commencé à écrire ce livre, à vous renseigner, est-ce que vous en avez parlé autour de vous, que ce soit professionnellement et personnellement, et quels ont été les retours ? Parce que
c'est pas simple quand même de dire je travaille là-dessus. Mm, mm. Comment ça s'est passé? Vous savez, ce qui est très amusant, c'est quand j'ai commencé, je ne pensais pas en faire un livre. En fait, c'était presque une Ah, curiosité personnelle. J'ai d'accord. commencé à échanger avec... C'était en mars-avril 2020, en plein pendant le confinement Ouais, hard, le premier. Et ok. donc, évidemment, j'avais plus de patients. J'avais pas de mon Bah oui. travail sur mon institut d'études était au point mort. Et j'ai commencé, et ils sont venus à moi. Alors ça, c'était Mm. incroyable, entre guillemets, hasard, entre guillemets. Oui. J'en avais 2 par jour Ah oui, au quand même. téléphone, 2 heures, 3 heures. Et les entretiens que j'ai menés en mars-avril, j'ai donc rencontré 30 personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente et je les ai eues en 3 semaines de temps. Et Ah oui, donc, c'est quand même un sacré rythme, hein. c'était un sacré rythme, et donc j'étais complètement dedans, avec en plus cette espèce de moment hors du temps qu'on a vécu en Oui, mars, avril, où tout était arrêté. Ça crée une sorte de c'est vrai d'ensemble. ce que vous Et dites. C'est donc, vrai ce que vous dites. c'était très, très cohérent finalement avec ce confinement-là, où rien ne se ressemblait à rien. Donc, moi, j'avais mes expérienceurs au téléphone, j'échangeais, Mais donc c'était pas Cécile, magique. c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et il faut savoir que beaucoup de gens, justement, ont mis à profit, moi je le dis comme ça, ont mis à profit cette pause obligatoire Mm, mm, mm. pour se renseigner. Alors, après, il y a eu aussi des travers, hein, puisqu'on le sait, on a vu qu'au niveau de certaines thèses complotistes, ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est clair, mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu ce moment hors du temps, que chacun gérait comme il l'entendait, mais on a l'impression que beaucoup de gens se sont posés et dire bon bah tiens je réfléchis un petit peu. Et c'est vrai que quand on réfléchit, bah, automatiquement on éteint la télé et on réfléchit à des choses peut-être plus intéressantes que le quotidien. C'est ça. En fait, moi, mon confinement, ça a été ce livre. Ouais. Et donc, bah, autour de moi, oui, personne ne trouvait ça bizarre. Et c'est ça que je trouve bien aussi, Oui, c'est que maintenant, quand j'en parle, maintenant que le livre est sorti, oui, donc moi, j'ai quand même dans mon activité, j'ai des clients qui sont des clients médias, des clients de marque, j'ai mes patients, mon entourage proche, que ce soit famille, amis. Et finalement, quand on aborde le sujet de manière justement saine, objective, c'est ça, factuelle, c'est ça. en fait, le sujet passe très bien parce que les personnes savent que je suis quelqu'un de carré, que j'ai abordé justement sans filtre et sans orienter le sujet. Oui. Et ça, je suis assez contente de ça parce que justement, ça rend le sujet beaucoup plus audible pour tout le monde. Alors moi ce que je trouve intéressant, je vous le dis, hein, parce que effectivement que vous de votre côté, praticien, sociologue, psychologue, vous apportiez ce livre, c'est quelque chose. Simplement, et vous le savez puisque vous avez eu ces personnes au téléphone, quand un expérienceur fait lui-même le récit de son expérience, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a peut-être pas les mots, parce qu'il a ses filtres et parce que malgré tout, quand on raconte son expérience, elle est réelle et puis on a envie de convaincre les autres. Oui, après, l'expérience de mort imminente en tant que telle, elle prend une part assez... là, je le dis vraiment clairement dans le livre, pas mineur, mais c'est Oui, important qu'il puisse en parler pour qu'on puisse comprendre ce qui est devenu après. Mais après, c'est tellement compliqué, c'est ce qu'ils disent, hein, de le oui, traduire en mots. Et d'ailleurs, certains disent, on me dit quand j'en parle différemment à chaque fois, oui. puisque les mots, la lumière, c'est pas une lumière comme celle qu'on connaît sur Terre. Les couleurs sont pas comme des couleurs, la musique pas des musiques. Donc, évidemment, rien ne ressemble à ce qu'on peut expérimenter sur Terre. Donc, évidemment, quand il m'en parlait, c'est l'émotion en fait qu'on sent. Ce qu'on Oui. sent, c'est pas juste. On raconte. Voilà, je suis allée à la plage le week-end dernier. C'est sûr que ça ne ressemble à rien d'autre. Donc, c'était très très fort émotionnellement, et c'était très fort parce qu'ils sentaient justement qu'il n'y avait pas de jugement et que la manière dont moi je les écoutais, c'était de la neutralité, mais il y avait cette bienveillance-là dont je parlais tout Oui, à c'est l'heure, très quoi. important parce qu'effectivement, bon, vous le dites dans le livre, hein, on le sait, la médecine en général, sur ce type de témoignage ou d'expérience, va dire bon, bah, vous prenez un tranquillisant, vous prenez quelque chose de chimique et puis ça va tout de suite aller mieux quand même. C'est un Mmh. petit peu ce que beaucoup ont vécu. Euh, mais je trouve aussi, et justement c'est ça qui est intéressant, vous parlez de l'expérience en elle-même, mais c'est pas le livre. Moi je trouve qu'il est très bien construit, il est construit de façon très intelligente. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, souvent sur les livres de Amy, on a l'impression que ça finit un peu comme un conte de fées, dans le sens,
ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que on ne sait pas après ce qui se passe. Ouais, On ne sait ouais, pas s'ils vivent heureux, s'ils ont beaucoup d'enfants. c'est ça. Et vous mettez justement le curseur là-dessus, quoi. Oui, c'était vraiment ma question. Qu'est-ce qui se passe quand on a vécu ça? Et moi, j'ai été surprise puisque, en fait, je connaissais évidemment les EMI, enfin pas évidemment, mais je connaissais les EMI, mais donc cette partie-là du retour, je ne la connaissais pas. Et Hum. ce qui m'a le plus surprise, c'était la solitude et la difficulté Alors, de ce ouais, retour ouais. à la vie, presque comme une punition après avoir vécu une EMI. Ah bah c'est une tare, hein, c'est une Ouais. tâche, quoi. Hein, c'est le fou qui dit qu'il a survécu à la mort, quoi. Oui, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur les anxiolytiques, les Ouais, ouais, psychotropes, voire l'internement. Donc là, quand oui, même, oui, évidemment, on oui, hésite, on s'y prend à deux fois avant d'en parler. oui. Et puis sinon, il y a les moqueries, les petits sourires en coin, les Bah personnes c'est... qui tournent le dos. Ouais. Bon, Ah, vous le on dites, il y a des hésite. divorces, hein, on va être clair. Hein, il y a des gens qui reviennent de là tellement changés et chahutés que leur vie d'avant n'est plus possible. Ah oui, Et si le conjoint prend pas le virage, et c'est difficile pour le conjoint parce que pour lui rien n'a changé, donc bah, bien lui sûr. la lumière il l'a pas vue et les proches il les a pas vus. Enfin voilà, lui il dit attendez, c'est pas ce qu'on me dit tous les jours ou ce que j'ai appris à l'école quoi. Hein. Et justement, enfin moi je trouve qu'il y a une analogie qui est quand même intéressante. Vous disiez tout à l'heure que justement c'est une fois qu'on n'a plus peur de la mort, bah, on n'a plus peur de la vie. Mais c'est de la philosophie en fait, parce que moi souvent on se dit que la philosophie c'est apprendre à mourir. Et c'est un petit peu ça. Et il y a cette analogie avec la grotte de Platon, que vous connaissez Oui, sûrement, bien donc sûr, bien hein, sûr. c'est personne Ça me qui parle sort. beaucoup. Et ce que je trouve, Ouais. ouais, enfin pour moi c'est la base de tout, la grotte de Platon, mais surtout c'est la conclusion de la grotte de Platon, c'est-à-dire que la personne rentre dans la grotte, revient, en disant à tout le monde, hé, venez, il y a des trucs sympas dehors. Et concrètement, enfin, dans le récit de Platon, on la tue. Mais il y a une forme de suicide social quand même. Oui, oui, tout à fait. Bon, moi aussi, elle me parle beaucoup. Hein. Ouais. Ça, j'aime beaucoup l'allégorie de la grotte de Platon. Après, oui, sur la manière de pouvoir en parler, ça ne veut pas dire quand on a vécu une EMI qu'on est un messie, donc Non. forcément, ils ne se sentent pas investis de la mission d'en parler. Par contre, ils se sentent beaucoup mieux quand ils en parlent. Et ça, c'est aussi un message qui est important parce qu'on voit quand il y a des groupes de parole et de pouvoir être écouté. Dans mon interview sur la RTS, elle me disait, la journaliste, effectivement, dans ce documentaire, on voit un des témoins qui pleure Oui, parce énormément, que, quoi. alors Cécile, juste pour dire, effectivement, vous avez fait, alors on en a parlé en off, hein, mais on va le dire aux spectateurs, Mm. vous avez, oui, parce que nos spectateurs n'étaient pas là au début, donc on va leur rappeler, vous avez tourné donc récemment, j'imagine, pour un documentaire pour la RTF, donc pour la télévision suisse. Alors, non, il y a eu deux documentaires qui sont passés sur la RTS Ah, ils sont Radio-Télévision passés. Suisse. Et D'accord, moi, c'était une interview radio dans une émission qui d'accord. s'appelle Égosystème, qui est donc sur la première, qui est la chaîne radio de la RTS. Et donc, dans cette interview, évidemment, la journaliste faisait référence à ces deux documentaires et notamment, on voyait un témoin. La journaliste, dans le documentaire, lui disait, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un rêve? Et là, elle fondait en larmes parce qu'elle disait, j'en ai assez de devoir tout le temps me justifier, Ouais, ouais, devoir ouais. dire pourquoi, oui, c'est vrai. Ils savent intimement que ce n'est pas un rêve et que c'est une réalité. Et quand les personnes leur demandent qu'est-ce qu'ils ont comme outil, à part, et ça, bon, je pense qu'on va aussi en parler, les moments qui constituent des preuves tangibles de quand Ouais. la personne est hors de son corps et peut aller rapporter ce qui s'est dit alors qu'elle était inconsciente, voire déclarée cliniquement morte, et rapporter des dires ou décrire des scènes. Mais sinon, ils n'ont pas forcément de preuves à leur porter, donc c'est C'est ça qui est compliqué. compliqué. Bah oui. C'est ça qui est compliqué. Alors, pour un sujet qui est un petit peu transversal, mais qui quand même pour moi a des liens quand même qui sont évidents, je ne sais pas si vous connaissez l'astrophysicien Michio Kaku. C'était un astrophysicien américain d'origine japonaise et c'est quelqu'un d'assez ouvert hein, à la différence d'astrophysiciens comme Neil deGrasse Tyson et autres. Et lui dit souvent aux abductés, alors on va dire c'est pas la même chose, mais enfin à ces gens qui font des expériences quand même qui sont hors du commun, qui dit souvent moi je veux bien vous croire, mais la prochaine fois voler quelque chose, un peigne, ce que vous voulez, un fruit, mais voler quelque chose, et ce qu'il veut dire par là, c'est donner nous, à nous scientifiques, les moyens de pouvoir travailler sur la question. Et c'est un petit peu le problème, les expérienceurs, dans le cadre d'expériences de mort imminente, c'est compliqué de ramener quelque chose qui soit tangible et qui soit exploitable.
Oui, puis quand ils partent, ils pensent pas. C'est ce dont parle Sonia dans son livre sur les études avec des cibles. Ils ont autre chose à faire qu'aller décortiquer ce qu'on leur a mis comme moyen de pouvoir prouver ensuite quand ils reviendront. Enfin, déjà, ils n'ont pas prévu de partir, donc c'est compliqué. Mais Cécile, c'est très important ce que vous dites, et je pense que votre livre a aussi ce rôle, comme d'autres livres sur le sujet, mais d'autant plus. Euh, Si on vous jette dans l'eau en vous disant pas que ça mouille, vous n'allez pas savoir comment réagir. Que si on vous jette dans l'eau, qu'on vous a expliqué, que vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est pas, enfin, dans un milieu très différent, c'est plus les mêmes mécanismes quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on parle de ces phénomènes, plus quand ils nous arrivent, on est à même de dire ouh, attends, ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, essayons de réagir différemment. Moi, c'est ça que je trouve utile quand même. Totalement, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est vrai que dans ma pratique d'hypnose spirituelle aussi, le fait, et d'ailleurs depuis le livre, je le dis aussi autour de moi, il faut, on a la lumière à voir quand on meurt, et certaines personnes meurent et vont absolument chercher à retrouver leur corps. Enfin, finalement, se sont tellement conditionnés à ne rien avoir après qu'il n'y aura rien après. Et d'ailleurs, dans le livre, donc les 30 témoins, il y en a 29 qui ont vécu une expérience de mort imminente positive et un qui a vécu une expérience de mort imminente négative. Alors après, on sait que c'est plus compliqué d'en parler, puisqu'il y a l'idée de j'ai vécu une EMI négative parce que j'étais quelqu'un de mauvais dans ma vie, de méchant, donc c'est difficile d'en parler. Mais lui était dans sa vie, donc il l'a vécu tardivement, il avait 74 ans. Et lui, en fait, dans sa vie, la mort, c'était le néant, il n'y avait rien après, c'était de toute façon, on est juste de la matière, on est juste un corps. Et qu'est-ce qu'il a vécu quand il a vécu son EMI ? Son EMI, le néant. Le néant complet, c'est-à-dire la chute sans fin, quoi. Voilà, et c'est vrai que ça pose la question, et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, de la manière dont on conditionne et dont on imagine sa mort et ce qui est après, va aussi influer sur la manière dont on va vivre cet après. Après, encore une fois, il n'y a pas de preuve, mais ça fait partie des formes pensées, on peut parler de l'inconscient jungien. Donc, en fait, ce qu'on projette va conditionner ce qu'on vit aussi, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans cette unique, alors c'est toujours pareil, j'entends déjà des gens, on ne peut pas leur jeter la pierre, qui vont dire oui, mais un livre sur 30 personnes, ça ne peut pas être représentatif, c'est trop peu, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, pourquoi pas continuer après, hein, très honnêtement. Moi, je trouve que c'est déjà un panel très intéressant. Alors, justement, on parlait des filtres personnels. Et vous avez posé à ces personnes une question intéressante. Enfin, vous avez cherché à voir s'il y avait un lien entre la croyance personnelle et l'expérience elle-même. Tout à fait. Et juste pour revenir sur les 30 personnes, donc moi, je dirige un institut d'études qualitatives depuis 15 ans. Et méthodologiquement, 30 personnes en quali, c'est une grosse étude. Donc, il faut savoir que tout ce qui sort, que ce soit dans les médias, que ce soit des produits, sont basés sur un panel qui est maximum de 30 personnes, parce que 30 personnes, ça permet d'avoir toutes les logiques. Sachant que moi, j'ai interrogé des personnes qui avaient vécu une EMI enfant ou adolescent, un adulte, plus adulte, qui avait vécu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans. Des hommes, des femmes aussi. Hein. Des hommes, des femmes, voilà. Des personnes qui étaient croyantes avant ou non croyantes. Donc, c'est suffisamment large pour comprendre. Et il y a quand même 350 témoignages que j'ai exploités, qui sont issus de la NDERF, qui est le site international créé par Jody Long et Jeffrey Long, qui répertorie les expériences de mort imminente à travers le monde. Donc là, la base, elle est vraiment solide. Après, évidemment, ces 350 personnes-là, je ne les ai pas interrogées sur l'après, donc j'ai pris ce que je pouvais avoir de leur après dans leurs témoignages sur le site. Donc, c'est évidemment moins complet que ce que j'ai avec les 30 personnes que j'ai moi-même interrogées. Mais voilà, c'est suffisamment solide pour qu'on puisse en tirer des enseignements utiles et clairs et fiables, quoi. Mais je me fais l'avocat du diable, hein, parce que... oui, mais c'est important de le dire, justement. Voilà, je savais en lisant le livre, je voyais déjà les zététiciens, enfin les sachants, tout ce qu'on veut, dire « Ah ouais, mais 30 personnes, c'est que dalle, c'est pas assez, comment peut-on sortir un livre avec 30 personnes ?» Voilà, donc votre argumentaire, moi je le trouve très bien, très porteur, voilà, de dire « Mais moi, c'est un peu mon boulot aussi, donc je peux vous dire que 30 personnes, c'est déjà un bon début.
Voilà, donc celle-là, elle est faite. Mais c'est même pas un bon début, c'est vraiment une Non, étude non, mais complète, 30 complètement. personnes, hein. Complètement. Franchement, D'ailleurs, Cécile, très honnêtement, enfin, ça a peut-être déjà commencé, euh, mais je pense que là, vous allez avoir quand même un afflux de personnes qui vont vous contacter pour vous dire, bah, voilà, moi j'ai lu votre livre, j'ai entendu parler de votre livre, j'aimerais bien vous raconter ce que j'ai vécu. Ça, c'est un petit peu commencé ou pas encore? alors, j'ai les retours qui me font très plaisir de Ouais. personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui, enfin, j'ai reçu des lettres magnifiques. Enfin, rien Mm. que pour ça, le Ouais, ça livre, valait le coup, hein. voilà, Mm, ça valait le mm, coup parce que justement, ils se sentent entendus, ils se sentent compris et parfois eux-mêmes comprennent le sens mm. qu'ils Ouais, peuvent donner à l'EMI après. Et encore une fois, le livre, il est destiné autant aux personnes qui ont vécu ou qui savent qu'ils ont vécu quelque chose. Parce que parfois, le MI, c'est très partiel, c'est très rapide. C'est juste un petit aller-retour vers la lumière et on revient. Et donc, de pouvoir libérer leurs paroles aussi auprès de leurs proches. Donc, oui, j'ai eu des retours de personnes qui ont vécu ouais. des expériences de mort imminente. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu aussi beaucoup de retours de personnes qui ne connaissaient pas forcément bien le Oui, sujet, oui, oui, oui. grâce aux médias grand public aussi, donc puisque j'ai été aussi interviewée sur Fun Radio Alors dans une justement, émission grand public. justement, tout à l'heure, vous m'expliquiez, et ça c'est quand même, c'est super intéressant. Et on a un peu la même chose avec les ovnis, hein, on en parle. Voilà, bah, les ovnis, puis vous avez toujours une personne qui, à la fin du repas ou quoi, vient vous voir en disant, eh mais moi j'ai vu un truc quand même, il faudrait que je vous en parle. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Et vous m'expliquez que l'animateur lui-même, en fait, s'est rendu compte, il ne le savait pas, mais qu'il avait peut-être vécu une expérience de mort imminente. C'était incroyable. C'est-à-dire que Et c'était à l'antenne ou il vous l'a dit après? c'était à l'antenne Ah oui, en d'accord. direct. Ah, il a lu. C'est un sort de coming out spirituel C'est en ce que j'allais direct. dire. Et ce qui était fantastique, c'est qu'en fait, ils sont 3 dans l'équipe Oui. et c'est l'animatrice qui m'avait contactée. Et elle m'avait dit, oui, je sais, parce qu'ils sont amis dans la vie, il a vécu quelque chose, mais Ouais, mais il n'en parle pas. elle-même ne savait pas trop. Et donc, j'explique, en fait, il me demande qu'est-ce qu'une EMI. Donc, j'explique rapidement, sachant que, Ouais. d'ailleurs, je ne sais pas si ça serait peut-être utile, d'ailleurs, pour vos C'est vrai qu'on l'a auditeurs, pas fait, de Cécile. Alors, redire on a ce la que c'est. chance d'avoir un public très connaisseur, effectivement. Non, je plaisante, mais c'est vrai que Cécile, oui, ça c'est un de mes défauts. Parfois, je vais peut-être un peu vite en disant, mais tout le monde connaît. Non, tout le monde connaît pas. Est-ce qu'il y a une définition, justement, de l'expérience de mort imminente? Voilà, donc ça, cette question-là, elle est. Alors, il y a eu des chercheurs, il y a eu, donc, évidemment Raymond Moody qui a Oui, écrit un livre bah, dans les années 70, qui qui est lui a le recueilli de la précurseur, quand parole même. Hein, qui est le complètement. précurseur, quoi. Ouais, Et après, il y a eu des étapes qui ont été pour valider une EMI, entre guillemets, sachant que tout le monde ne vit pas les étapes, toutes les étapes, et dans le même sens, et puis ne le traduisent pas de la même manière. oui. Mais voilà, si on veut schématiser, pour des personnes, des néophytes qui ne connaissent pas du tout, une expérience de mort imminente se vit lorsqu'on est déclaré cliniquement mort ou qu'on est en danger de mort, parfois aussi dans d'autres situations. Et c'est une expérience dans laquelle il y a donc parmi ces étapes l'impression donc enfin pas l'impression, ils sortent de leur corps, c'est ce qu'ils nous Oui. expliquent. Ils sont aspirés dans une sorte de tunnel à une grande vitesse et ils vont voir cette lumière qui est une lumière qui ne ressemble en rien à ce que nous on connaît sur Terre. Et donc là, dans les étapes qui ne sont pas vécues par tout le monde, il y a cet amour inconditionnel qui ne ressemble non plus à rien sur Terre. Et ils vont être accueillis pour certains par des défunts, donc soit des défunts qu'ils connaissaient, de leur vivant, grands-parents, Voilà, aïeux, frères, sœurs, etc. Voilà. Ouais, exactement, ouais. Soit des aides de lumière, donc qui les accueillent. Donc parfois ils vont avoir accès à une connaissance assez supranaturelle sur le monde, sur l'univers. Et en fait, ils se sentent être complètement unis avec l'univers, ne plus être ni homme ni femme, d'être une cellule, de voyager à travers. Il n'y a plus ni espace ni temps. Et donc ils ont cette connaissance universelle de nous sommes un. Et ce que j'aime et qu'ils disent et que je trouve, alors là, qui est vraiment quelque chose que tout le monde peut appliquer dans sa vie, parce qu'on change quand même quand on a ça en tête, c'est je suis toi et tu es moi. Et là, il y a cette fameuse étape de la revue de vie qui leur permet de revivre ce qu'ils ont, alors, fait, accompli du point de vue de l'amour qu'ils ont donné, qu'ils ont reçu, des souffrances qu'ils ont pu causer.
Et donc ça, évidemment, c'est aussi ce qui fait qu'on change quand on revient, parce qu'avoir cette conscience-là, Ça pique, hein. ouais, voilà, ça pique Ça un pique un peu. peu quand même, Pour hein, certains, ouais. ça a bien piqué pendant la revue de vie. Merde, je l'avais pas vu comme ça. Donc, Ok. donc effectivement, revivre en se disant, mais même la moindre petite chose, même et ce qui est intéressant, c'est positif ou négatif, hein, même un petit sourire dans la rue, on a pu voir quelqu'un qui avait l'air peut-être triste, on l'oublie, et en fait, dans la revue de vie, ça va être intense, parce que derrière, la personne aura pu avoir sa journée qui s'est passée d'une autre manière. Je trouve que c'est magnifique. À l'inverse, évidemment, parfois, il peut y avoir un petit mot blessant et se rendre compte que ça a pu causer une souffrance C'est intense. culpabilisant quand même, ouais, effectivement, hein. Oui, mais c'est pas un jugement dernier du type, il y a Dieu qui arrive Oui, avec sa fourche et qui dit ah c'était pas oui. bien. Voilà, Ou c'est comme les soi-même. Égyptiens, avec la balance qui dit, bon, est-ce C'est que tu ça. as été gentil, est-ce que t'as pas été gentil? Bon, de toute façon, en plus, la notion de gentil, Euh, pas gentil, c'est très relatif, effectivement, quoi. et Mais bon, donc moi j'expliquais ça donc dans l'interview de Fun Radio ouais. en me disant c'est quoi en gros c'est vraiment un média Ah bah, grand fun, public. c'est fun, Oui, quoi. Voilà, donc, voilà, c'est une émission d'humeur, donc alors il n'était pas évidemment dans un abord d'ironie, hein, puisque non, le non, mais sujet les intéressait, mais de le but divertissement, on va dire, est voilà. divertir, voilà. Voilà, tout à Et fait. donc, qu'est-ce qu'une EMI? J'explique assez rapidement, schématiquement, ce que je vous ai dit. Et là, l'animateur me Et un dit, ah blanc. mais moi, j'ai vécu, non, il me dit, mais j'ai vécu un truc, mais c'est pas une EMI, hein. Mais voilà, je suis partie, j'étais plus un homme, une femme, j'étais une Ouais. cellule, j'étais dans l'univers. Et là, je lui dis, oui, alors donc Ouais. tu as vécu une EMI en direct. Il Ah a ouais, fait, là, quand même, ah d'accord. là, le mec, il Et, devait se dire, bon, il faut que je continue l'émission, mais c'est et, compliqué, là, quand même, et ouais. ce qui était génial, c'est que Mm. derrière, après, j'explique les transformations en Ouais, disant ouais, ouais. que derrière, on vit différemment et que certains vivent en harmonie avec la nature, avec les animaux. Et là, lui, il rebondissait sur tout. Ça faisait écho à tout. Il disait, ah oui, ça a ouvert une porte, ça n'a jamais refermé. Ça, je l'ai, ça, je l'ai aussi. Exactement, exactement. Ouais, c'est Et clair. donc ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on se rend Ouais. compte qu'effectivement, alors que lui, il savait qu'il avait vécu cette expérience, il ne disait pas j'ai vécu une expérience de mort imminente. Mm, Pas par mm. honte, hein, mais parce qu'il l'avait pas compris. Oui, tout simplement parce qu'on sait pas ce que c'est, quoi. Enfin, c'est Hein. encore une fois, je leur disais, hein, plus on permettra aux gens de toucher cette réalité, plus elle sera facile à intégrer si on la vit derrière, quoi. Enfin, quoi qu'on vive d'ailleurs, hein, parce que alors, on le sait, les scientifiques disent oui, mais le tunnel, on peut l'expliquer parce que c'est le cerveau qui fait une réaction, les yeux, les machins, Ouais. voilà. Et nous, on vous le dit, il n'y a rien après. J'imagine des Laurent Alexandre qui vont dire mais non, la seule solution, c'est le transhumanisme, il n'y a rien derrière. Enfin voilà. Euh, bon, moi j'entends leurs arguments, mais ils sont pas meilleurs que ceux qui disent qu'il y a quelque chose au final. Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que les détracteurs les plus farouches, quand ils vivent une EMI, ils redescendent un petit peu d'un cran. Qu'est-ce Mais qu'ils c'est ont vrai pas? que Ouais, voilà, c'est ça le truc, alors quoi. oui, bah il y a Eben Alexander qui est quand Alors même il y a Ben l'exemple Alexander, type. oui, bon alors. Oui, voilà, alors c'est vrai Mais ils que. en parlent, oui. Enfin, moi, dans mon livre, j'en ai plusieurs. Hmm, Et ça, c'est pour ça que je trouve que ces exemples-là, ils sont les plus éclairants, puisque des personnes archi-cartésiennes hmm, qui vivaient dans la toute-puissance, dans il n'y a rien après, dans les personnes qui croient à l'invisible, ou qui ont même des croyances même spirituelles basiques, c'est des faibles, c'est des gens oui, qui ont besoin d'une béquille, parce que ouais. sinon, ils ne sauraient pas comment vivre. Et donc, en fait, on se rend compte que eux, quand ils vivent le mamie, ils sont capables d'en parler comme ceux qui étaient croyants avant. Hein. C'est un peu une posture quand même. Ce qu'on ne peut pas prouver ou ce qu'on ne peut pas comprendre, eh ben, on l'occulte et ça n'existe pas. Enfin, c'est parfois un petit peu le. Je le dis, hein, sur toutes toutes ces expériences de mort imminente, enfin, ces états modifiés de conscience de façon plus générale, on a l'impression que la science, comme elle ne sait pas, qu'elle n'a pas de prise pour avancer sur le sujet, bah, elle préfère l'occulter et dire non, mais c'est des bêtises, quoi. C'est dommage. Alors après, il y a effectivement eu toute la période, c'est la connexion du cerveau, enfin les dernières connexions neuronales, le cerveau crée une dernière connexion, donc c'est ça la lumière, ou ce sont les substances anesthésiantes, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout prouver par ces deux exemples-là. Et certains scientifiques sont obligés de se rendre à l'évidence que ça n'est pas possible de l'expliquer par la science. Ça, sur ça, c'est clair. Après, par quoi il l'explique? Il y a l'idée du cerveau qui est un récepteur dans les témoins. Il y a une ingénieure qui était ingénieure en physique des matériaux qui, elle, était
évidemment très calée sur la matière, etc. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que le cerveau fonctionne comme un récepteur, un peu comme un poste de radio, et que finalement, là, il y a eu cette déconnexion entre le récepteur et l'émetteur, et que maintenant, ils émettent de partout. De dire qu'en fait, le corps n'est peut-être que le poste de télé, mais c'est pas parce qu'on éteint la télé que l'émission n'existe plus. D'ailleurs, c'est pas pour ça d'ailleurs que l'émission existe dans la télé. Enfin voilà, l'émission se tourne pas dans la télé. On met pas des petits bonhommes comme ça pour qu'ils fassent des. Voilà, moi je trouve que c'est une analogie qui parle bien. Et encore une fois, pour en revenir à la chaîne de Platon, à la grotte de Platon, cette histoire de chaîne aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est des analogies qui parlent quand même. Mais Cécile, je vais vous raconter, parce qu'il y a les expériences, il y a les gens qui font des expériences de mort imminente, puis vous l'avez peut-être vécu, moi personnellement je l'ai vécu, je vais vous raconter rapidement. Je m'étais fait tatouer, mais comme je suis un garçon très douillet, on m'avait dit ça fait pas mal, mais ça me faisait mal. Et à un moment il faisait très chaud, et en fait je suis tombé dans les pommes. Et c'est vrai que ça a duré rien, mais je me rappelle qu'en tombant dans les pommes, j'ai entendu une espèce de musique de bien-être. Alors je suis pas mort, hein, mais et je suis revenu en disant mais tiens c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. Des fois il suffit pas de mourir, ça peut être vraiment de façon très fugitive et très forte quand même. Je sais pas si vous avez eu ce type de retour. Oui, je l'ai eu. Et puis moi aussi, j'ai vécu ce que vous dites. Voilà. Mais ça, c'est vrai que je ne suis pas sûre que ça soit exactement la même chose qu'une amie. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être une amorce quand on a comme ça. Ce bien-être qui vient. C'est le starter, je pense. On a l'impression que le cerveau se met en off et qu'en fait, comme le récepteur n'est plus là, ça se barre ailleurs et on est sur autre chose, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans le livre, dans Comment leur mort a changé leur vie, c'est vraiment... ce sont des personnes qui l'ont vécu, pas forcément toutes les étapes, mais qui l'ont vécu en étant vraiment en danger de mort. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, voire déclarée cliniquement morte. Voilà. Donc là, on est aussi par cette entrée-là dans une preuve qu'il s'agit d'une expérience qu'on ne peut pas nier, puisque surtout ceux qui étaient... dans la salle d'opération et qui se baladent chez eux parce qu'ils vont voir leurs proches, parce qu'en fait, la conscience, à ce moment-là, elle va se diriger vers les personnes qui comptent pour elle, donc généralement la famille. Un effet aimant peut-être, un effet attraction, ou un effet oulala, j'ai peur, donc je me raccroche à ce que je connais peut-être. Oui, c'est difficile à dire, mais... ou alors, parce que ce qu'ils disent, c'est que c'est quand même la colle universelle, c'est l'amour, donc ils vont aller vers des personnes qu'ils aiment, au moment où, hop, comme ça, ils s'en vont vers l'au-delà. Donc, je me rappelle avoir lu des livres, parce que j'ai lu quelques livres, hein, je m'occupe pas que d'ufologie, hein. Souvent les gens me disent, oui, mais toi, t'es monsieur OVNI. Non, je lis plein de choses, on parle peut-être un peu plus des OVNIs. J'avais lu des expériences d'enfants qui disaient, bon, je suis parti, j'ai quitté mon corps. Alors ça c'est plus régulier, les gens qui disent, il y a des gens qui disent, je voyais les gens autour de moi qui étaient tristes, mais j'en avais plus rien à faire, quoi, ça comptait plus. Et puis des enfants qui disaient, ah oui, mais j'ai vu que mes parents semblaient tristes, donc je suis revenu pour ça. Mais il y a une espèce de détachement qui semble immédiat, qui semble fou aussi quand même. En fait, il y a un détachement du corps. Ce qu'ils décrivent, c'est qu'ils voient leur corps et ils comprennent même pas forcément que c'est leur corps. Ils disent, mais il y a des gens, mais c'est moi. Donc, en fait, ce détachement du corps peut-être initier ce dont vous parlez, finalement, c'est pas une indifférence à ce qui se passe sur Terre, mais quasiment. Par contre, dès qu'il y a du sentiment, c'est ce que vous dites, de la tristesse, c'est ce qui va les rappeler. Et pas mal de personnes dans les témoins du livre sont revenus parce qu'ils avaient des enfants qui avaient besoin d'eux. Après, il y en a certains qui ne voulaient absolument pas revenir. Hein. On leur a dit, souvent ce qu'ils disent, c'est la phrase qui sort, c'est « ce n'est pas ton heure ». Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas le moment, t'as rien à faire là, le repas n'est pas prêt, retourne dans ta chambre. C'est ça, et alors là, ils reviennent, ce qu'ils disent, comme s'ils revenaient dans un gant trop étroit. C'est très compliqué de réintégrer son corps à ce moment-là. Et puis après, on a toute la suite de « c'est compliqué de vivre ». Alors justement, je vais vous dire, il y a beaucoup de parties qui m'ont plu dans ce livre, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de la façon dont vous l'avez formulé, effectivement, parce qu'on pourrait dire, mais les gens qui vivent ça, normalement, ils reviennent, ils disent, ouais, j'ai vécu un truc, je vais vous raconter. Mais vous le racontez parce que, encore une fois, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, parce que la personne qui revient, qui a eu un accident, elle est cassée,
Et sa priorité, c'est se reconstruire. C'est pas de dire j'ai vu des anges qui m'ont raconté des trucs. Oui, il y a les deux côtés. Il y a se reconstruire psychologiquement, physiquement, Oui. parce qu'évidemment, souvent, c'est suite à un accident, donc il y a quand même physiologiquement des traumatismes. Mais après, il y a aussi gérer non seulement le fait d'avoir vécu cette expérience, et qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas, mettre des mots dessus, et aussi gérer les facultés extrasensorielles qui apparaissent. Parce que la plupart des témoins, donc c'est ce qu'on voit dans le livre, reviennent avec des facultés, et ça aussi, je trouve que c'est intéressant, énergétiques, médiumniques, d'intuition, d'empathie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aussi dans le livre, certains disent j'ai dû éviter les lieux dans lesquels il y avait beaucoup de monde parce qu'en fait, je recevais trop d'énergie. Ils sont saturés. Et ça, c'est aussi une preuve. Parce que il y a dans le livre notamment un marchand de biens qui était alors lui hyper cartésien. Il disait moi pour vivre heureux, je posais ma carte bleue. Et il revient avec des facultés énergétiques, magnétiques. Et donc lui, il a couru tous les laboratoires de France et de Navarre pour essayer de montrer qu'on lui explique, parce qu'en fait, il comprenait pas pourquoi il avait ça. Et maintenant, il est devenu magnétiseur. Ouais. Et marchand de biens magnétiseur, ça fait un grand écart. Ça fait un gros gap quand même. Mais il y a pas mal de grands écarts comme ça. Et aussi, alors je sais pas si du coup on l'a dit dans le livre, donc il y a cette partie qu'est-ce qu'une EMI et leurs mots sont importants. Oui. Leurs mots sont importants sur l'après. Et leurs mots sont importants sur les deux dernières parties. Moi, c'était important pour moi aussi, ces parties-là, sur en quoi nous, ça nous montre le chemin, en quoi nous, ça peut nous être utile. C'est pour ça que moi, c'est un livre aussi grand public, parce que tous ces enseignements sont comment éclairer notre vie grâce aux EMI. Comment nous, personnes qui n'avons pas vécu d'expérience de mort imminente, nous pouvons mieux vivre grâce à ce qu'ils nous disent. Et ça, c'est pour moi, ces deux parties-là, elles sont précieuses pour tout le monde. Hein. Je voudrais revenir quand même sur ces expériences de mort imminente négatives, en tout cas qu'on appelle négatives. Vous précisez dans le livre, et c'est important, je pense, parce que ça peut être anxiogène, encore une fois, que, par exemple, comme Nicole Dron, qui explique qu'en fait, cette personne n'a tout simplement pas vécu une expérience complète. C'est-à-dire qu'elle n'a vécu qu'une partie, et que si c'était allé un petit peu plus loin, ça se serait peut-être gommé. Ça, c'est intéressant, je trouve, quand même. Ouais. J'en ai plusieurs dans les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente positive qui m'ont dit être passées par ce plan négatif. Ce plan qui un peu regroupe toutes les ondes, toutes les énergies négatives qui peuvent être entre notre monde terrestre et puis l'au-delà. Et certains... Alors, celui qui a vécu, Jean-Gérard Dubois, une expérience de mort imminente négative, pour lui, il a vécu une expérience complète. C'était son expérience et c'était pas un premier plan. Mais c'est sa perception. Après, effectivement, Nicole Dron ou d'autres disent qu'ils ont vu toutes ces formes négatives-là et qu'après, ils sont allés vers la lumière. Et là, ils ont vécu ce qu'on a vu, l'amour inconditionnel. Alors, ça veut dire qu'il a peur de la mort, alors, au final. Parce que de dire j'ai vécu ça, j'ai pas envie d'y retourner... là, moi, je suis à sa place, je me fais durer autant que je peux, quoi. On me prend le cerveau, on me le transfuse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je veux pas y retourner si je pense que c'est ça la mort, quoi. Alors, en fait, tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente positive, ça, c'est clair. Après, la mort, non seulement ils n'ont plus peur de la mort, mais c'est un après, ce qu'on disait, on revient à la maison. Je sais plus si on en a parlé du coup là ou en off tout à l'heure, mais... Oui, parce que... Les amis, on a quand même discuté un bon quart d'heure avant l'émission, hein, voilà, je vous dis. Oui, alors ça, c'est vraiment important de le dire, parce que pour moi, c'est la base de tout, c'est-à-dire que donc on est, pour eux, dans une vie qui est comme un voyage. En fait, notre vie sur Terre, c'est le voyage, et la mort, c'est le retour à la maison, dans son canapé, tranquille, où on est vraiment bien. Et ça, vraiment, tous ceux qui ont vécu cette expérience de mort imminente positive le disent, la mort, c'est le pied parce qu'on revient chez soi. Oui. Et en fait, la vie, c'est comme un voyage. Donc, un voyage qui peut être tranquille. On peut faire une croisière, être en transat, avoir rien fait pendant son voyage. On peut choisir de faire des randonnées, du trek, de visiter. Comme chacun. On peut avoir sa voiture de location qui tombe en panne, que des galères. Mais c'est ça la vie. C'est vraiment ce petit, je dirais presque, voyage-là. Ouais, et après, on revient chez soi. Ça fait relativiser de dire bon, je suis en vacances, quoi, donc il faudrait quand même que j'en profite parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Je me rappelle d'une nouvelle de science-fiction, je sais plus qui l'avait écrit, où effectivement le gars avait une vie mais de galère du début à la fin. Il faisait un mariage raté, il avait que des boulots horribles, il avait des problèmes de santé.
Et quand il mourait, il était soulagé. Il disait ah ça y est, enfin c'est fini, enfin j'ai fini mon purgatoire. Et en fait, il se réveille et il est dans une espèce de grande salle de vaisseau. Et il y a des gens qui sont là, qui le regardent avec révérence. Et lui, il se réveille, il dit mais qu'est-ce que je fais là? Et là, les gars lui disent bon, bah on espère que vous avez passé de bonnes vacances, quoi. C'est ça. Mais vous dites, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais si, au contraire, je sais ce qu'il y a derrière. C'est mon chez-moi tel qu'on peut l'imaginer. Enfin, le chez-moi parfait, le confort absolu. Et donc, finalement, on profite de ces vacances, pas parce qu'on sait pas ce qu'il y a après, mais on profite de ces vacances, donc de la vie qui sont nos vacances, en se disant ah bah là, je me suis payé 2 semaines de vacances, bah j'en profite. Je fais plein de choses si j'ai envie de faire plein de choses. Si vous prenez 2 semaines de vacances pour rester chez vous dans votre lit en disant ah, j'ai pas envie d'y retourner, bon, c'est un peu con, quoi. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Alors, ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est très important, je trouve, parce que le risque, quand même, pour les gens qui vont intégrer qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a quelque chose et que c'est peut-être super chouette, le risque, c'est de dire bon moi j'ai plus envie d'être en vacances, donc je court-circuite. Et grosso modo, on va dire les choses. Il y avait un film sur Netflix qui avait traité de ça, où le gars prouvait qu'il y avait quelque chose après la mort. Et en fait, dans le film, on se retrouvait avec des vagues de suicides, des millions de personnes qui se suicidaient, en disant j'y vais de suite parce que là, je n'ai plus envie d'être en vacances, quoi. C'est très très important de le dire. Toutes les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente disent, même si ce que j'ai vécu était absolument magnifique, même si je sais que je vais le revivre et que j'ai envie de le revivre, on est sur Terre pour quelque chose. Et alors, il y a toute la partie sur la réincarnation qui n'est pas... Alors, tout le monde, tous les témoins n'ont pas forcément la même perception parce qu'ils ne sont pas allés non plus dans toutes les étapes. Mais la réincarnation et l'idée que les souffrances qu'on vit sur Terre, on les a choisies pour progresser. Ça, c'est un des enseignements majeur du livre, c'est qu'on est sur Terre. C'est très bouddhiste, ça, en plus, comme oui, approche. C'est bouddhiste. Voilà. C'est bouddhiste, mais ils ne sont pas forcément bouddhistes pour autant. Mais effectivement, c'est vrai que oui, il y a un accord avec le bouddhisme, mais en fait, on est sur Terre, même si on a des souffrances, on rencontre des épreuves. C'est la finalité qui compte, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir en faire, ce qu'on va pouvoir apprendre de ces épreuves pour progresser en soi, au niveau de l'âme. Bon, il y a toute cette partie-là. Alors là, je sais que ça touche à des croyances. Dans mes lecteurs qui sont des lecteurs qui n'ont pas forcément de sensibilité au sujet, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout passe en étant vraiment enrichissant et notamment, encore une fois, ces 2 dernières parties sur comment nous, on peut mettre à profit ces expériences pour mieux vivre, pour vivre heureux et pour vivre en amour aussi. Et par contre, la réincarnation, apprendre à mourir, apprendre à anticiper sa mort comme étant quelque chose d'heureux et quelque chose de normal. Bon, la réincarnation. Et donc, oui, pour revenir sur ce que vous disiez sur le suicide, ce qui est vraiment important, c'est que ils disent non, parce que je sais que si je mets fin à ma vie, si je choisis, j'y retourne et puis j'y retourne avec peut-être plus encore de galères parce que j'ai pas compris en fait. Oui, voilà, et moi je trouve ça, d'une part, je trouve ça très 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 important et je trouve ça passionnant. On sait qu'il y a eu des dérives. Regardez par exemple les expériences je sais plus quelle secte en Amérique qui avait eu des dizaines de morts. On parle de l'ordre du temple solaire quand même, où les gens ne se sont pas suicidés, on va être clair, on les a tués. Alors peut-être avec leur consentement, c'est pas la question, mais pour dire oui, on va aller sur une étoile, machin, c'est très très grave quand même. Ça. Enfin voilà, il faut faire très attention à ça. Et puis j'ai envie de dire, de toute façon, oui, il faut vivre sa vie comme elle doit être vécue. Et moi je dirais que c'est plus du carpe diem quelque part que du partons plus vite, quoi. Voilà. Là oui, l'enseignement du carpe diem, il est essentiel. Mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites et de le redire, de ne pas faire l'amalgame entre la mort c'est génial, on revient chez soi, on est super bien, et se dire dans ce cas, vu les galères que je vis sur Terre, j'y vais. Non. Et puis bon, voilà. Moi, vous savez, du jour où on m'a dit les anges n'ont pas de sexe, j'ai dit j'ai le temps.
J'ai le temps. Ça m'intéresse moins du coup. On va un peu profiter. Il y a toute une partie sur le rôle du corps aussi, je trouve intéressant. Oui, Alors, pas oui, de la oui. sexualité en particulier, mais Non, le mais de la corps et matérialité, notre ouais, vie, ouais, de la effectivement. matérialité. En fait, quel est ce véhicule qui, comme un véhicule, en prenant de l'âge, fonctionne moins Moins bien. bien, moins bien. Si on Donc, l'entretient mal. voilà. Mais après, il y a effectivement le rôle du corps. Est-ce que on est incarné pour quelque chose? On est incarné pour que notre enveloppe nous serve à quelque chose. Donc, il faut en prendre soin. Après, ce n'est plus essentiel. Ce qu'on voit, c'est que derrière l'apparence, toute la superficialité, de manière Oui. générale, les biens matériels, l'argent, les luttes de pouvoir, la hiérarchie, la politique, tout ça, ça passe au second plan totalement. Bah, c'est vrai qu'on se dit aussi que peut-être notre société aujourd'hui, sans faire de la philosophie à deux balles, mais cette exigence du corps parfait, du visage parfait, je regardais encore un reportage hier sur des très jeunes filles qui ont déjà programmé une restructuration complète de leur corps. C'est incroyable. Bon, ok, mais de toute façon, dites-vous qu'il n'est pas immortel et qu'à un moment, il se fatiguera comme les autres. Donc, ça c'est vrai Il que j'ai est fait. l'impression qu'il y a un petit peu une maladie de spiritualité quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand, le corps est fait pour vieillir. Oui. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on nie le fait que, en prenant de l'âge, il y a aussi l'idée de s'ouvrir spirituellement pour délaisser aussi le corps. Mais l'apparence, elle est complètement mise au second plan après une EMI. Arrêter aussi être dans l'authenticité, c'est ne pas être dans le miroir des réseaux sociaux, Ouais. de ce que les personnes vont dire sur les vêtements. Enfin, tout ça n'a plus aucune importance. Bon, ça veut pas dire non plus qu'il faut plus se coiffer, plus se raser C'est et ça, s'habiller c'est avec ça. des t-shirts tout pourris. Mais bon, voilà, C'est il y ça. a Non, non, un mais équilibre à c'est un trouver. respect aussi Oui, des oui, oui. autres. Ouais, Oui, ouais, c'est un équilibre à complètement. trouver. Moi, c'est vrai que je vous écoute et il me vient une phrase que je dis souvent, mais qui est tellement vraie, qui s'applique bien. Je dis souvent, il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin, le bonheur, quoi. Et en fait, on est complètement là-dedans. Totalement. C'est cheminer, c'est progresser. Ce n'est pas un objectif ou un aboutissement ou un but, c'est un enrichissement. J'aime bien, je crois qu'il y en a un qui dit ça dans le livre, ce n'est pas la voir qui compte, c'est l'être. Ah, bah ça, C'est, voilà. bah oui, bah oui, oui, Et oui, oui. totalement cheminer, progresser. On n'a pas forcément un but à atteindre, mais c'est juste s'enrichir par ce qu'on peut trouver, justement grâce à cette incarnation, parce qu'on a la chance d'être incarné. Après, ok, on vient chez soi, mais on sera une cellule. Donc là, au Non, moins, mais voilà. on peut vivre avec ce que nous donne cette enveloppe-là. Mais Cécile, alors j'imagine que c'est pas un domaine que vous avez spécialement étudié ou vous connaissez. Moi, je m'intéresse à un psychiatre qui s'appelait John Mack, qui est décédé en 2004, et qui a étudié justement une centaine de cas de personnes qui se disaient abductées. Alors, pour les gens qui connaissent pas, abducter, c'est se faire enlever par des entités, en général par des extraterrestres. Et il y avait dans son livre des personnes qui disaient la même chose, qui disaient mais j'ai été dans un état où j'avais l'impression d'être retourné à la maison. Vous voyez, il y a ces analogies qui se créent entre les expériences de mort imminente et les expériences d'abduction qui me font vraiment... qui m'interrogent quand même beaucoup à chaque fois. Et je me dis, mais est-ce qu'on parle pas des mêmes choses, quoi? C'est passionnant, je trouve. Sans doute, c'est tout à fait aussi, puisqu'on parle de conscience. C'est ça. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Moi, Cécile, j'ai envie de vous poser la question, mais alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais la science ne devrait-elle pas s'y pencher quand même un petit peu plus? Ou en tout cas, avec un petit peu moins d'œillères? Sans doute, évidemment. Moi, c'est vrai que c'est pas mon propos dans le livre, mais je pense que avec cet abord-là de psy que j'ai eu, c'est quasiment comme une preuve tangible, en fait. Ces parcours de vie-là, ces 30 parcours de vie-là, ils constituent une preuve. Alors, d'accord, c'est pas une expérience scientifique menée en laboratoire où on suit les personnes et on fait des statistiques, mais c'est une étude objective. Donc, là, c'est quasiment comme une preuve. Quand vous avez dans le livre des personnes qui étaient chefs d'entreprise, qui vivaient vraiment dans le matériel, dans la société, avec les règles édictées par la société, qui vivent une expérience de mort imminente et derrière
Il y en a notamment un, Xavier, qui a vécu cette expérience, qui a tout arrêté, qui a arrêté sa société, qui a repris des études d'infirmier en soins palliatifs. Oui, Et lui, c'est quand même. il accompagne les personnes en fin de vie et qui ont, c'est parce qu'il y a ces visions des mourants, hein, donc même les infirmiers, les personnes qui n'ont pas forcément de sensibilité à la spiritualité rapportent. Et donc, lui, il a changé de vie. Maintenant, il accompagne ces personnes-là. Il a repris aussi des études en psychologie. Donc, ces parcours-là, ils sont sous nos yeux et ce sont des preuves. Quand vous dites, il faut que la science, peut-être par des laboratoires, s'y penche, oui, mais pour moi, là, les preuves, elles sont sous nos yeux. Ouais, Ces gens-là, ils n'ont pas juste changé parce qu'ils ont frôlé la mort. Ils ont changé de manière beaucoup plus complète. C'est la science en général. Moi, je pense effectivement votre travail, qui pour moi, hein, encore une fois, est un travail sociologique, mais c'est un vrai compliment pour moi, hein. Ouvre la voie, parce qu'effectivement, il faut peut-être commencer par des statistiques, il faut peut-être commencer par mettre des choses dans des cases pour qu'ensuite les scientifiques puissent s'en emparer Enfin, je crois que la science a besoin d'un empan, d'une prise, de quelque chose qui va lui permettre d'avancer un petit peu comme on avance sur un mur d'escalade. Voilà. Et je pense que votre travail, honnêtement, j'en ai lu des livres sur les expériences de mort imminente, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé... moi, je me dis, je connais pas le sujet. On me donne ce livre. Déjà, il est facile à lire. Alors, quand je dis facile à lire, c'est un compliment. Hein, c'est-à-dire oui, mais c'est le but. Je le prends comme ça. Il est très agréable à lire. Voilà, je dis pas qu'il est écrit avec 3 mots, mais il est très agréable à lire. Il y a parfois des livres qui sont un peu techniques, où on sent que la personne écrit pour elle-même plutôt que pour le public. Et encore une fois, vraiment, il ouvre tous les champs. On aborde tout, l'avant, le pendant, l'après, le retour d'expérience. Moi, je trouve que c'est un livre vraiment excellent et qu'il faut absolument lire. Merci beaucoup. Moi, c'est vrai que ce qui est important pour moi, enfin, je prends les compliments, mais je ne le prends pas de manière personnelle. Ce sera peut-être ma dernière question, Cécile, justement. J'ai envie de vous dire, c'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire sur ce livre ? J'ai changé de manière de voir la vie, de voir la mort et de vivre en ayant lu ce livre. Moi, vraiment, je le prends et ça me fait très plaisir ce que vous dites, mais moi, j'ai essayé de les servir. Ce sont leurs propres mots qui sont les plus essentiels. Et même s'il y a cet éclairage psy que j'apporte, c'est plus pour que justement, derrière, des personnes disent... j'ai vu, il y avait un commentaire, je ne sais plus si c'était sur Amazon ou sur Fnac, de quelqu'un qui a dit je vis différemment depuis et mieux. Pour moi, c'est ça. De se dire, la mort n'est pas une fin. Profitons de ce qu'on a, c'est chouette. Profitons de son conjoint, de ses parents s'ils sont encore là, de ses enfants. Et voilà, profitons de ces moments-là, profitons. On vit quand même sur une planète extraordinaire, magnifique, en tout cas pour l'instant. On a encore réussi à la préserver un minimum. Et puis on verra après, pour le reste, c'est pas grave. Mais profitons en amour. Alors ça peut paraître totalement un petit peu gourou. Profitons dans le respect. Voilà, non. Mais c'est important parce que ce terme d'amour, il est très galvaudé. L'amour, on en parle tout, mais l'amour agapé qui est dans le livre, c'est cet amour inconditionnel que eux ont vécu, mais qu'on peut aussi donner dans notre vie quotidienne à tout à chacun. C'est-à-dire pas un amour qui est conditionné par ce qu'on attend de l'autre, ce qui est le cas quand on est en couple, où évidemment on aime ses enfants, sont nos enfants, mais de donner ce tournant-là à notre vie, c'est-à-dire de regarder les choses avec ce prisme-là positif, mais que ce soit des petites choses du quotidien ou que ce soit des rencontres, d'être dans un abord positif, c'est vraiment basique ce que je dis, hein. Mais c'est ce qui ressort, mais c'est essentiel, quoi. Ouais. Oui, quand je dis profiter, c'est... faites pas vos ports en laissant les sacs sur la plage et voilà, c'est oui, parce que sur la nature et les animaux, il y a cette idée d'harmonie, effectivement, qu'on est la nature. En fait, souvent ils disent quand ils partent, j'étais le brin d'herbe, j'étais la goutte d'eau, et que on est cette interconnexion entre les êtres et entre les éléments, elle est essentielle aussi à avoir en tête. Nous sommes tous interconnectés, autant humains que même avec le règne animal, végétal et minéral. Tout, que l'écosystème. Et peut-être même avec l'univers aussi. Et sans doute, enfin, dans ce qu'ils disent en tout cas, aussi avec l'univers. Alors là, pour le prouver scientifiquement, je pense qu'il y a un petit peu de difficulté. Écoutez, si on commence à partir sur la physique quantique et tout, on est reparti pour 1 heure. Oui, mais c'est vrai que sur la physique quantique, clairement, il y a un lien. Mais la physique quantique, c'est passionnant, et c'est vrai que c'est pas forcément accessible. Mais l'intrication, oui.
Mais c'est vrai que le phénomène d'intrication qui est un petit peu, je dirais, ce qui est le plus compréhensible en physique quantique pour le commun des mortels, là, c'est ce qu'on voit dans les EMI, en fait, c'est ça. C'est quand deux cellules qui ont été séparées, l'une a un stimulus ou une perception, l'autre réagit. Et c'est ça, en fait, ce qu'ils lui disent, c'est qu'on est interconnecté. Est-ce que tu fais à ton prochain, tu le fais à toi? Ça peut paraître chrétien, ça aussi, mais c'est vraiment au-delà de tout dogme. Ah oui, ça c'est important, je crois qu'on l'a pas dit. C'est qu'en fait, on l'a abordé rapidement. Effectivement, on peut peut-être en reparler, effectivement. Oui. Ce n'est pas une spiritualité liée à une religion derrière. Hein. C'est vraiment hors de tout dogme. Hein. Même si on peut retrouver des éléments de l'une ou de l'autre des religions derrière l'une ou l'autre des phrases, c'est en dehors de toute religion et de tout dogme, cette interconnexion-là et cet amour-là, agapé. Aimez-vous les uns les autres aussi, mais bon. Oui, agapé, si je dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, donc c'est du grec et ça veut dire partage en fait. Ouais. Voilà, donc le partage, c'est peut-être le mot-clé, on est peut-être là pour ça et c'est pas gagné quand même, hein, malgré tout. Oui, on est là pour aimer. Alors c'est pas forcément facile, mais pour aimer et pour progresser. En fait, ces deux mots-là, pour moi, c'est l'amour et la progression, la progression intérieure, spirituelle dans notre vie, dans nos vacances là, de 2 semaines. Bah, écoutez, Cécile, très honnêtement, j'ai passé un très bon moment à lire votre livre. Et j'ai passé un très très bon moment à discuter avec vous. Merci, voilà, moi je vous admets que je fais ça aussi, je donne beaucoup de mon temps, mais dites-vous, amis spectateurs, que moi les entretiens que je fais, c'est des entretiens que j'ai envie d'avoir, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et quand on a des gens aussi intéressants que Cécile, c'est vrai que c'est un vrai bonheur à faire, effectivement. Bon, j'espère que ce livre va avoir le succès qu'il mérite. Donc qui va beaucoup se vendre. Moi, j'espère qu'il tombera dans les mains des personnes qui en auront besoin. Pour moi, c'est vraiment ça. Et voilà. On en a tous besoin. C'est universel, effectivement. Bon, j'espère que vous serez invités sur plein de plateaux, voilà, qu'on pourra vous donner la parole et encore une fois, nous on est vraiment très fiers d'avoir que vous ayez accepté notre invitation et qu'on ait pu proposer à nos followers, même si on est un tout petit média, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, ce sera déjà ça de fait. C'était un grand plaisir et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci pour votre question, pour l'intérêt que vous avez porté au livre, votre lecture attentive et enthousiaste. Bon, les amis, il nous reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit. Je ne sais pas quand vous écouterez cette émission. Vous l'écouterez aussi peut-être en podcast, donc puisque nos émissions sont également disponibles en podcast, tellement plus pratique d'écouter ça en voiture aussi. Donc n'hésitez pas, Deezer, Spotify, enfin on est sur toutes les plateformes pour retrouver nos podcasts. Cécile, à très bientôt j'espère. J'espère aussi, avec plaisir en tout cas, quand vous voulez. Et très bonne fin de journée à tous. Merci, ciao, ciao. Merci beaucoup, au revoir.